Bienvenue dans votre espace La Voix de l'Environnement face à Raoul. Face à Raoul reçoit ce jour M. Kwame Kissi Adaye. Il est le président directeur général du bureau d'études Agromap. Monsieur Adaye, bonjour. Bonjour. Alors, Agromap a pour slogan « Nous agissons pour la forêt, l'environnement et le climat ». Alors, comment est-ce que justement vous agissez sur cette question? Alors, Agromap, c'est un bureau d'études qui développe donc des projets et qui conçoit aussi des projets de conservation, de restauration donc, de la biodiversité à travers les activités d'agroforesterie et de reforestation. Et pour pouvoir agir sur l'environnement et sur donc, la biodiversité, aujourd'hui nous sommes orientés vers le développement des grands projets de crédit carbone qui sont aujourd'hui le mécanisme qui vont permettre justement d'attirer des financements vers nos pays africains pour développer donc des projets de nature fondés sur la nature. En ce qui concerne les questions de restauration et de foresterie, quelles sont les actions que vos bureaux d'études exécutent sur ces questions? Au niveau de notre bureau d'études, aujourd'hui, nos activités concernent déjà la préparation de l'ensemble donc, des documents techniques du projet. Donc, dans notre axe stratégique, on a l'Agromap Consulting qui va développer donc, des projets, les concept notes, les études de faisabilité des projets et les orientations stratégiques des projets. Et d'autres départements qui concernent donc Agromap Nature Solutions va mettre en œuvre directement les projets sur le terrain. Et comment est-ce que nous mettons en œuvre dans ces projets? Premièrement, donc, c'est la sensibilisation des communautés. Après la sensibilisation des communautés, c'est la formation des acteurs de ces projets pour comprendre l'enjeu de ces projets et de leur donner les informations sur les thématiques en lien avec le changement climatique, notamment l'agroforesterie, les questions d'adaptation, les questions des terres dans les communautés. Et l'autre axe stratégique que nous mettons en œuvre, c'est l'Agromap Technologie. Comme vous le savez, si vous n'avez pas de données, vous ne pouvez pas avoir de l'impact, évaluer l'impact des projets. Et donc, la collecte des données est extrêmement aujourd'hui importante dans la mise en œuvre de ces projets. Nous avons développé notre plateforme dénommée Akidom Pro en version mobile et en version web qui permet justement de pouvoir collecter les données sur le terrain parce que comme vous le savez, nous travaillons dans des zones très reculées où il n'y a pas d'accès à Internet et il faut trouver un moyen de collecter les données pour pouvoir suivre les projets. Aujourd'hui, en termes de données sur le terrain, d'impact de nos projets sur le terrain, c'est plus de 25 millions de plans que nous avons produits en 6 ans. Et nous envisageons dans les prochaines années encore tripler donc, ce volume à travers donc, le développement de nos projets dans la sous-région. Et nous sommes aujourd'hui basés au Ghana, nous avons un bureau au Cameroun, nous avons un bureau au Congo-Brazzaville et le siège est à Abidjan où nous avons déjà réalisé des performances extrêmement importantes et qui nous ont permis d'être décernés meilleurs acteurs du reboisement de l'année 2023. 26 millions d'arbres plantés que vous venez de dénoncer. Alors, comment est-ce que vous situez sur la sphère géographique la répartition de ces plans dans tous les pays que vous avez énoncés? Oui, le taux, donc, globalement, sur les 25 millions de plants produits aujourd'hui, je pourrais dire 90% de ces objectifs est réalisé en Côte d'Ivoire, où nous avons déjà démarré l'activité. Les autres projets commencent aujourd'hui au Congo avec un projet d'agroforesterie et puis un projet aussi de restauration des mangroves. Nous commençons un nouveau projet au Ghana et nous commencerons aussi un nouveau projet donc, au Cameroun, qui sont des bureaux qui sont en cours donc, de création. Donc, l'expérience aujourd'hui des performances acquises, on pourrait le dire, c'est au niveau donc, de la Côte d'Ivoire, où nous essayons donc de mettre en œuvre les politiques publiques environnementales qui visent à pouvoir retrouver 20% de la couverture forestière au niveau de la Côte d'Ivoire. Et nous voulons développer ces mêmes projets
dans la sous-région et dans les pays où nous intervenons pour aider les pays à pouvoir mettre en œuvre de manière opérationnelle sur le terrain leur politique publique environnementale en matière de climat liés donc aux accords donc, de Paris et aux accords donc, de la Convention cadre des Nations Unies. La Côte d'Ivoire est le pays pilote dans lequel vous avez expérimenté des projets de plantation et d'afforestation. Comment est-ce que le couvert forestier est reconstitué? Et quels sont les types de produits que vous avez mis en avant dans le cadre du reboisement dans ce paysage? Et comme vous le savez, la Côte d'Ivoire était un pays forestier. Et en 1960, aujourd'hui, nous avons perdu donc, la majeure partie donc, de notre couverture forestière et au profit donc, des activités agricoles. Mais ce n'est pas donc des catastrophes parce que c'est des sujets biologiques. Nous travaillons sur donc, du vivant et il y a la forêt peut se reconstituer. C'est une ressource renouvelable et c'est dans ce cadre que nos gouvernants ont mis en place des politiques. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, vous avez la stratégie de restauration et de préservation et d'extension des forêts, qui est donc une politique qui est adoptée par le président de la République. Et en ce qui concerne donc au niveau au sein donc, du ministère de l'Environnement, on a le mécanisme RED+. On a aujourd'hui tous les projets de carbone qui sont en train d'être mis en place. Donc, ces projets sont aujourd'hui, ce cadre institutionnel permet de définir donc l'orientation globale. Et nous, en tant que donc, partenaires opérationnels, nous essayons donc de pouvoir implémenter ces projets sur le terrain. Et en Côte d'Ivoire, à la faveur donc de l'engagement du secteur privé, dans le cadre de l'initiative Cacao Forêt, il y a des engagements qui sont pris par le secteur du cacao et qui implémentent donc des projets et qui développent des projets de durabilité en faveur des petits producteurs du cacao. Qui identifie justement à ce niveau les priorités en matière de reboisement? Les priorités sont identifiées par le gouvernement. C'est le gouvernement qui donne la stratégie et c'est le rôle du gouvernement. C'est de donner la vision, c'est de donner la stratégie et le mécanisme de mise en œuvre et de développer les instruments qui vont permettre d'encadrer la mise en œuvre de ces projets. Et une fois que les mécanismes sont déjà mis en œuvre, le secteur privé vient pour prendre sa place. Et c'est dans ce cadre que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a une plateforme donc, qui est mise en place qui concerne la plateforme de cacao, de l'initiative Cacao et Forêt, qui vise à pouvoir réduire la déforestation dans la chaîne d'approvisionnement du cacao. Et dans la mise en œuvre opérationnelle de ces projets, nous participons à travailler avec l'ensemble des acteurs à opérationnaliser. Et notre activité consiste à la production de plants, donner le matériel sain aux petits producteurs, identifier les parcelles, identifier les risques de ces parcelles et puis, en plus de cela, on fait le diagnostic qui est donc la base de la connaissance des réalités, des besoins de la plantation avant de pouvoir mettre en œuvre le projet. Et donc, sur la base donc, de ces résultats et du diagnostic, nous pouvons maintenant proposer des essences d'arbres forestières adaptées et qui sont compatibles à la culture du cacao. Et aujourd'hui, nous sommes en train de développer d'autres modèles d'agroforesterie dans les autres secteurs, notamment le palmier, l'EVA et aussi le coton en acade, qui sont aussi des cultures de rente et qui ont aussi des responsabilités en matière de déforestation en Côte d'Ivoire. Donc aujourd'hui, nous avons donc nos outils, nos équipes sont sur le terrain, ils encadrent les producteurs, ils les forment aux pratiques, ils les sensibilisent et ils les accompagnent à mettre en œuvre ces projets d'agroforesterie dans les exploitations. La Côte d'Ivoire est reconnue comme le premier pays producteur de cacao au monde. Et au-delà du cacao, il y a également les plantations de palmeraie suffisamment développées dans ce pays. Alors, il y a un débat qui subsiste sur la capacité de séquestration carbone de ces plantations. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a donc du potentiel de séquestration donc, du carbone par rapport à l'écosystème et à notre pédologie, à notre zone géographique. Nous sommes en zone tropicale et les conditions pédoclimatiques sont favorables au développement donc des projets donc, de réforestation et d'agroforesterie qui vont séquestrer le carbone.
Mais pourquoi le crédit carbone? Le crédit carbone vient pour être un outil d'accompagnement, un outil de financement des projets et pour donner donc des revenus supplémentaires aux petits producteurs. Les mécanismes de financement carbone est un processus encore en cours de développement. Alors, peut-on penser que votre cabinet est suffisamment outillé pour accompagner les États ainsi que les acteurs du secteur privé dans leur positionnement sur ces questions de finance carbone? Nous pensons qu'aujourd'hui, avec notre projet Carigia, donc le projet de reforestation de 70 000 hectares, donc les discussions ont eu lieu depuis 2 ans et qui ont permis à ce que nous mobilisons donc le gouvernement et aussi donc l'expertise technique en mettant en place un comité d'experts pour traiter donc de ces questions de négociation de carbone. Et comme vous le savez, c'est un marché nouveau. Bien évidemment, un marché nouveau nécessite une bonne compréhension et une bonne analyse. Et c'est sur cette base que nous avons discuté. Et je pense que la Côte d'Ivoire a regardé l'opportunité, a regardé donc les conditions, le contexte local et sa vision et ses objectifs au regard de la stratégie globale qui est définie pour pouvoir aujourd'hui être prêt à aller sur le marché carbone. Et comme vous le savez, le cadre réglementaire qui encadre, qui est donc l'instrument juridique, qui sont donc des lois et donc des procédures qui vont permettre justement de pouvoir encadrer donc le marché carbone est en cours d'élaboration et l'ensemble donc des parties prenantes ont participé, ont donné leur avis, mais il reste encore donc des discussions. Mais la particularité donc de la Côte d'Ivoire, c'est que il y a toujours l'ouverture à la discussion pour intégrer justement les aspects qui sont oubliés, qui sont omis, pour que le cadre soit le cadre renforcé et structuré et efficace et adapté au contexte de la Côte d'Ivoire. Alors, on dit qu'on exporte que ce qui marche. Alors, si la Côte d'Ivoire a été un modèle de réussite et que Agromap aujourd'hui s'ouvre aux autres pays du continent africain, quels sont les plaidoyers que vous faites auprès des pays dans lesquels vous vous étendez et afin de les amener à mieux s'approprier des problématiques que vous portez à leur attention? Et donc, nous pensons qu'aujourd'hui, avec les enjeux donc, du changement climatique, des montants ont été donc proposés ou ont été annoncés, plus de 100 milliards de dollars, mais jusqu'à présent, rien n'est encore dans les caisses des États, donc des pays donc, en voie de développement. Et pour nous, nous pensons que le crédit carbone, aujourd'hui, est un outil, un instrument de financement des politiques publiques. Et c'est pourquoi nous encourageons aujourd'hui tous les États à développer des projets de crédit carbone de qualité. Quelle est la particularité donc d'un crédit carbone de qualité? La particularité donc de ce crédit carbone, c'est vraiment de prendre en compte la notion de la biodiversité. Lorsque nous développons un projet de crédit carbone de qualité, il faut intégrer la diversité des espèces, faire en sorte que nous reconstituions donc un écosystème qui va générer ou qui va produire donc des services écosystémiques pour les communautés locales et l'ensemble donc des acteurs vivant sur ce territoire. Le deuxième élément très important, c'est déjà la transparence et la gouvernance. Comme vous le savez, si nous voulons développer un projet de crédit carbone de qualité, il faut une transparence dans les échanges d'informations et dans la conduite du processus. Et cela passe par la mise en place d'une gouvernance extrêmement forte qui implique justement l'ensemble des acteurs, des parties prenantes impliquées dans le processus de décision. Le troisième point qui est extrêmement important, c'est l'implication des communautés. Et comment est-ce que nous impliquons les communautés? C'est d'abord le respect donc, des lois des communautés, le respect à travers donc, le processus CLIP, qui est donc le processus de consentement libre, qui n'est d'autre, qui n'est simplement donc, des discussions avec donc, des communautés, mais c'est de pouvoir identifier leurs besoins réels et les prendre en compte dans le processus de mise en œuvre. L'autre aspect important pour les communautés, c'est de mettre en place des mécanismes de paiement pour services environnementaux qui vont permettre justement de pouvoir inciter les producteurs à s'engager dans les projets. Et troisième point, c'est de mettre en place
un plan social d'accompagnement qui permet justement de pouvoir accompagner les producteurs dans la transition agroécologique de l'espace en créant donc des opportunités et de nouvelles filières qui peuvent générer donc des revenus additionnels. Votre sentiment peut être que la cible de Agromap est essentiellement portée autour des États. Alors, quelle est la place que les autres acteurs tels que le secteur privé, la société civile occupent au sein de votre politique? Dans notre démarche, nous sommes une société qui implémente des projets. Donc nous accompagnons le secteur privé, les États et la société civile qui veut opérationnaliser donc leur projet dans le cadre de leur stratégie ESG, environnement et social et de gouvernance, ou dans le cadre de leur stratégie RSE, qui est donc une responsabilité des entreprises. Donc aujourd'hui, notre axe d'intervention, nos partenaires sont le secteur privé et aussi l'État. Donc ce que nous faisons, c'est de mobiliser le secteur privé à financer, à mettre en œuvre les politiques des États pour atteindre les objectifs climatiques dans les États où nous intervenons. Et quelle est justement votre place dans les processus de négociation sur toute cette question en lien avec le marché carbone? Aujourd'hui, je pense que l'expérience que nous avons dans la discussion et dans les échanges avec les parties prenantes, y compris les communautés, notre capacité de connaissance du milieu rural, notre connaissance donc des itinéraires techniques de mise en œuvre des plantations agroforestières et des plantations de reforestation permet de proposer des solutions efficaces au gouvernement et de donner notre contribution dans les processus de négociation. Parce que, comme vous le savez, l'objectif, c'est de pouvoir opérationnaliser des politiques pour le bien-être de la planète. Et si nous n'avons pas donc des projets pilotes, des expériences terrain qui sont vérifiées et prenant en compte les intérêts donc, des communautés et l'ensemble des parties prenantes, vous imaginez que les politiques que nous initions ne peuvent pas avoir la chance d'avoir de l'impact. Et nous voulons créer donc de l'impact positif dans nos communautés. Et c'est à cela que nous sommes aujourd'hui invités dans le cadre donc de l'initiative de la conférence internationale sur l'afforestation et le reboisement qui se tient au Congo-Brazzaville, à l'effet de pouvoir partager notre expérience et de contribuer donc à la discussion pour construire un cadre technique, juridique et politique opérationnel de nos politiques sur le terrain. Alors, qu'en est-il évidemment sur les questions inhérentes au plan de partage des bénéfices? Le plan de partage des bénéfices est extrêmement important parce que permet de pouvoir mobiliser l'ensemble des parties prenantes parce qu'ils ont leur intérêt. Aujourd'hui, lorsque nous prenons donc nous faisons donc la comparaison des plans de partage dans la sous-région, nous voyons que il y a trois acteurs majeurs qui intègrent dans le plan de partage. Il y a déjà l'État. Il faut que les intérêts de l'État soient préservés. Il faut que les intérêts des communautés qui sont proches des forêts et qui protègent les forêts soient préservés. Et il faut que les intérêts de l'opérateur qui développe le projet, qui met en œuvre, soient aussi préservés. Et c'est pourquoi les trois acteurs, il faut des plans de partage justes, équitables pour ces trois acteurs, pour permettre à ce que nous puissions avoir de l'impact et nous puissions donc avoir la permanence des projets que nous réalisons sur le terrain et de pouvoir faire de l'impact pour transformer donc nos écosystèmes. Alors, Agromap est présent ici là, à Brazzaville en marge du SIA. Et que représente pour vous l'opportunité de participer à cette conférence internationale sur le reboisement et la forestation? Pour nous, cette conférence internationale sur la forestation et le reboisement est un enjeu majeur pour nous parce que c'est une plateforme africaine qui permet justement d'adresser les questions de développement donc,
durables et des questions extrêmement donc importantes dans la construction des projets d'afforestation et de reboisement sur le terrain. Et ça nous permet aujourd'hui de pouvoir aborder la question des financements. Et si nous mettons en place aujourd'hui des projets de crédit carbone, c'est parce que nous voulons utiliser le crédit carbone comme un outil, un flux financier, un outil, un instrument économique pour financer justement les projets dans les pays du Sud. Chez le président directeur général Agromap, quelle est la place que votre bureau d'études accorde sur les questions des énergies renouvelables? Bien évidemment, la question de l'énergie renouvelable est au cœur et les énergies renouvelables peuvent aussi séquestrer du carbone. Donc on peut développer des projets d'énergie renouvelable pour bénéficier donc des crédits carbone. Et c'est pourquoi nous avons donc intégré donc cet axe stratégique, Agromap énergie renouvelable, qui va donc se charger justement de pouvoir distribuer donc des foyers améliorés et pour réduire les émissions et faire aussi du biochar, faire aussi du photovoltaïque, de sorte à pouvoir réduire l'impact des activités et permettre aux communautés de pouvoir avoir plus de revenus et de créer donc les conditions de développement harmonieux dans les zones où nous développons donc nos projets. Quels sont vos états de collaboration avec les autres acteurs et partenaires qui interviennent sur ces questions relatives aux énergies renouvelables ainsi que sur celle du marché carbone? Oui, nous avons donc une collaboration donc, franche. Nous partageons donc de l'expérience. Aujourd'hui, comme vous le savez, 35 les crédits carbone qui sont développés en Côte d'Ivoire, 36% dans le monde entier, représentent 36% des solutions fondées sur la nature. 35% sont développés dans les énergies renouvelables. Donc vous voyez que pratiquement, il y a donc de l'opportunité sur les régions renouvelables parce qu'il faut avoir de l'énergie pour assurer donc le fonctionnement et le développement d'une société. Bon, permettez-moi de revenir sur le rôle et la place des communautés. Je vous ai suivi parler de façon sommaire de leur rôle dans vos politiques, mais de façon plus pratique, quel est le rôle qu'ils jouent et qu'ils occupent au sein des politiques d'implémentation de vos projets? Dans la mise en œuvre de nos projets, les communautés occupent une place importante. Premièrement, dans la production de plants. Pour produire les plants, c'est une technologie qu'il faut maîtriser. Premièrement, il s'agit d'avoir des semences de chaque espèce et d'avoir la capacité technique de pouvoir faire germer donc ces espèces. Et ce processus-là est réalisé sur des sites de pépinières qui sont gérés par des communautés. Et donc, à travers donc, la production de plants, l'entretien de ces plants, nous créons donc de l'emploi pour les femmes, pour les jeunes et pour donc des associations et des ONG locales qui vont permettre de diversifier, qui vont permettre de créer donc une activité, une économie verte autour des zones où nous intervenons. Aujourd'hui, je peux vous rassurer, dans la mise en œuvre de nos projets, nous avons pu identifier plus de 2000 emplois indirects ou temporaires initiés dans les plantings des arbres, dans le transport des arbres, dans l'accompagnement donc des femmes. Nous utilisons donc des communautés pour travailler et avec qui nous avons des contrats de services qui sont payés au résultat. Donc nous intégrons et nous faisons en sorte que les communautés soient eux-mêmes acteurs de la transformation de leur écosystème. Alors, comment venir à Agromap? Oui, pour venir à Agromap, c'est simple. Nous avons un site internet www.agromap.com et vous pouvez nous contacter via notre adresse pour nous solliciter, pour poser vos questions et faire des contributions. Et nous sommes disponibles pour vous répondre et apporter donc une solution à votre préoccupation si nous avons donc les capacités. Et pour sortir de cette interview, Agromap, comme vous l'avez présenté en introduction, est
présente au Ghana, au Congo, au Cameroun et en Côte d'Ivoire. Alors, comment est-ce que vous êtes implanté dans ces pays et l'accès à vos initiatives de projet se font comment? AgroMap a été créé en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, comme vous l'avez dit, nous sommes en train de développer les mêmes projets dans ces pays, le Ghana, le Cameroun. Et dans chaque pays, nous avons donc des représentants pays. Et vous pouvez donc contacter nos représentants pays sur notre site internet pour permettre de les contacter. Et notre expertise en matière d'implémentation des projets, en matière de suivi des projets, en matière d'accompagnement donc des acteurs qui veulent développer des projets d'impact positif sur les écosystèmes seront dupliqués dans les mêmes pays et nous continuons notre progression. À l'horizon 2030, nous voulons couvrir l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Est pour permettre d'avoir de l'impact. Parce que, comme vous le savez, beaucoup de projets, beaucoup d'initiatives sont mis en œuvre, mais très peu d'entreprises opérationnelles sont capables de pouvoir implémenter les projets. Et cela, il faut des entreprises comme la nôtre qui sont capables de pouvoir implémenter, capables de pouvoir changer donc le paradigme, de changer donc les théories, de développer donc des théories de changement et de les transformer et d'avoir de l'impact sur nos communautés. C'est là notre vision et c'est ce qui nous pousse à pouvoir continuer à travailler et à discuter avec le gouvernement pour créer donc un cadre réglementaire incitatif, inclusif pour le secteur privé et aussi pour l'État. Merci, c'était face à Raoul, Monsieur Kwame Kissi Adaye. Je rappelle, il est le président directeur général du bureau d'études AgroMap. C'est moi qui vous remercie.